Parti de Brest le 18 décembre dernier, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, accompagné de l'aviso escorteur, l'enseigne de vaisseau Henri, a entamé sa campagne 90-91, 6 mois et demi de mer, ponctuée d'escales, principalement cette année en Amérique du Sud, centrale et du Nord, sans oublier les îles avoisinantes avec un détour sur Mururoa et Papeete dans l'océan Pacifique. Une campagne qui se prépare plusieurs mois à l'avance en tenant compte de différents paramètres. La campagne elle-même est préparée par la campagne à venir, par exemple, pour un exemple pratique, est préparée par le commandant, par moi-même, en fonction des directives de la division opération de l'état-major de la marine, et en prenant en compte un certain nombre de desiderata, de souhaits, de directives du ministère des Affaires étrangères. Tout ça est imbriqué et m'est fourni sous forme de directives disant que vous opérerez dans telle ou telle région, plutôt dans l'océan Indien, plutôt dans l'Atlantique et le Pacifique. C'est à moi ensuite de faire un découpage qui soit compatible avec les programmes de formation de l'école d'application, de façon à déterminer le nombre optimum d'escales. Mais une bonne campagne, une campagne classique, c'est une campagne de environ 100 à 105 jours de mer pour 70 à 75 jours d'escale, c'est-à-dire en gros 6 mois d'absence du port de Brest. Seule escale sur le continent africain, la première de cette campagne 90-91, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Pays essentiellement agricole, il est pour les cultures commerciales leader mondial de la production de cacao et premier producteur africain pour le café. Deux activités qui représentent à elles seules près de la moitié des ressources financières ivoiriennes. Mais la fluctuation de leur cours est la cause de grandes difficultés économiques. En effet, depuis le début des années 80, ce pays francophone est en proie à une crise économique grandissante qui n'a pas manqué d'entraîner une importante recrudescence de la délinquance. D'où une mise en garde pour les permissionnaires après une inspection détaillée de leur tenue. À terre, ils sont les représentants de la France et selon la tradition de la marine, en tant que tels, ils se doivent de la respecter dans leur attitude. Sachez que, on n'arrive pas dans un pays sauvage ici, certes, mais il faut quand même se méfier. Il y a une moyenne de 4 ou 5 agressions par jour, agressions avec des armes à feu. Ça vous arrive, notamment dans les quartiers de Trècheville. Il ne s'agit pas de jouer les héros. Si vous êtes libre pour votre montre ou les 200 balles que vous avez dans la poche, vous les donnez. Il s'agit de votre faux. Et la tenue en ville, je vous rappelle, qui va de la notoriété de la Jeanne d'Arc, de la marine française et de la France. Donc vous portez le bachet, vous avez quand même un petit peu l'honneur de votre uniforme. Vous n'êtes pas simplement le matelot machin, vous êtes le matelot tout court de la Jeanne d'Arc et de la marine française. À bon entendeur, salut. Il est temps maintenant de partir à la découverte d'Abidjan, le plateau, Cocody, Trècheville, des passages obligés lorsque l'on visite l'endroit. Pour les marins, lors des escales, c'est aussi l'occasion de prendre contact avec une autre réalité. Pour les appeler, beaucoup d'entre eux n'auront peut-être plus la possibilité de voyager si loin et certains en profitent pour amener quelques souvenirs palpables. Un peu d'or, des bracelets, pas mal de gris-gris aussi. Pendant ce temps, à bord de la Jeanne d'Arc, son commandant, le capitaine de vaisseau Jean-Marie Viriot, et tous ses officiers remplissent le rôle d'ambassadeur de la France. Car la Jeanne, avant tout bâtiment de combat, mais également école d'application des officiers de marine, est considérée lors de ses campagnes annuelles à l'étranger comme le symbole de notre pays. Notre rôle en escale à l'étranger est un rôle qui est dévolu à tous les bâtiments de combat de la marine nationale. Ceci étant, on est plus que d'autres, de par la taille de notre bâtiment et de par l'importance du groupe de bâtiments, de par la régularité des missions que nous conduisons à l'étranger, nous sommes plus que d'autres bâtiments impliqués effectivement dans le processus diplomatique entre guillemets.
Je veux dire par là que nous recevons toutes les escales que fait le groupe École d'application sont des escales de caractère officiel. C'est-à-dire qu'on est reçu, on arrive dans le pays, dans le port, à l'invitation, en principe, du pays qui nous accueille. Par conséquent, on reçoit d'entrée de jeu un certain nombre d'autorités politiques, militaires, en compagnie, bien entendu, de l'ambassadeur de France, qui lui reçoit à bord de la Jeanne d'Arc. Ça nous amène donc à voir les choses sous un angle un peu plus complexe que ça le serait pour un bâtiment de combat normal. Événement le lendemain pour l'équipage de la Jeanne, départ pour Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Direction la basilique Notre-Dame de la Paix, réplique exacte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Une œuvre grandiose et quelque peu anachronique en ces lieux où l'intérieur, qui peut accueillir 18 000 fidèles, rime avec magnificence. Un ouvrage voulu et dédié à tous les catholiques par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Une messe de consécration a été dite le 10 septembre dernier par sa sainteté le pape Jean-Paul II. Mais lors de la venue de la Jeanne, ce fut au tour de l'aumônier du bord de célébrer une messe pour tous les marins du porte-hélicoptère et de son escorteur. Au nom des officiers mariniers et l'équipage, je crois que nous sommes, nous aussi, très heureux de venir prier dans cette basilique Notre-Dame de la Paix. Le 2 janvier au matin, la Jeanne, précédée du Henri, quitte la Côte d'Ivoire à destination du Brésil. Au sortir de la lagune du port d'Abidjan, l'ouverture sur l'Atlantique se fait par le chenal du Vridi. Durant les 9 jours que durera la traversée, nous allons découvrir ce qu'est vraiment la vie à bord de la Jeanne à travers les 850 membres d'équipage, dont 2 femmes officiers. Chacun d'entre eux a une fonction bien précise, nécessaire au bon déroulement des opérations et à la bonne marche du bâtiment. Bâbord, vent de tribord, stop, la barre est 30 à droite. Après le rôle d'ambassadeur de la France, place maintenant au bâtiment de combat le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc et à son école d'application des officiers de marine. Mise en service en 64, l'actuelle Jeanne d'Arc vient d'être mise à neuf pour servir jusqu'en l'an 2005-2010. Entre Abidjan et Rio de Janeiro, nous allons explorer cette mini-ville qu'est la Jeanne. 9 jours de navigation, ce ne sera pas de trop pour tenter d'assimiler tous les rouages de cette société flottante. Première approche, les entrailles de ce bâtiment long de 182 mètres et 24 de large, pesant 12 000 tonnes, la salle des machines, avec un système de propulsion particulier qui développe 40 000 chevaux qui autorise une vitesse de plus de 27 nœuds, soit plus de 40 km/h. Actuellement, on a un système de propulsion qui est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que la Jeanne d'Arc qui, à l'heure actuelle, dans les bâtiments à vapeur, l'utilise. C'est un dispositif dont le but a été, pour le concepteur, d'optimiser le rendement pour permettre à la Jeanne de gagner le maximum de distance franchissable, c'est-à-dire que pour notre total de fuel embarqué, de gazole embarqué qui est de l'ordre de 1500 tonnes, nous avons la possibilité de franchir un nombre de nautiques tout à fait intéressant, tout à fait important, qui nous permettent de répondre aux principales missions du bâtiment. Responsable du groupement énergie, le capitaine de frégate Alain Timon dirige une véritable PME de 175 personnes chargée d'assurer en plus de la propulsion, la distribution de la production électrique, celle de l'eau douce et le conditionnement d'air. En fait, dans sa fonction, il faut distinguer 2 rôles essentiels. C'est d'une part toute la partie du suivi technique des installations du groupement, du suivi technique dont le but est de répondre dans les plus brefs délais aux ordres et au commandement de la passerelle quant à la propulsion du navire. Et par ailleurs, j'ai un rôle qui est un rôle de logisticien et de prestataire de service pour les besoins du bord, tout à fait divers, puisqu'on dispose notamment d'ateliers thermiques, d'ateliers mécaniques, d'ateliers électriques. Enfin, on dispose ici de moyens technologiques qui nous permettent de bien tourner en autarcie complète
à la mer et de faire nôtre cette devise en quelque sorte du mécanicien qui est se débrouiller par les moyens du bord pour que le matériel fonctionne et soit toujours disponible à temps et en permanence. Pour les hommes d'équipage affectés au groupement énergie, les conditions de travail sont très dures, notamment à cause de la très forte chaleur et du bruit qui règne dans la salle des machines. Dans les pays tropicaux, environ 200 tonnes d'eau douce par jour sont produites, servant à la consommation de l'équipage, plus les cuisines et le rinçage régulier des hélicoptères en mer. Pour ce faire, 3 bouilleurs produisent 80 tonnes chacun par jour. Quant à la production électrique, elle fournit 4300 kW, servant à alimenter 7 à 8 types de courants différents de 24 à 440 volts, nécessaires pour faire fonctionner un simple rasoir électrique jusqu'au radar, en passant par les canons et les missiles et l'aide à la navigation. Navigation, radar, canon, missiles, 4 mots qui nous amènent au premier rôle de la Jeanne, ce pourquoi elle a d'abord été conçue, le combat. Je crois que ce qui est fondamental, c'est le bâtiment de combat. Je crois que c'est la priorité absolue. La Jeanne d'Arc est un bâtiment de combat qui appartient à l'escadre de l'Atlantique, un grand bâtiment de combat. Si le bâtiment de combat ne tourne pas parfaitement bien, il ne faut pas prétendre faire tourner correctement une école d'application. Des mots qui prennent toute leur ampleur en ce début d'année 91. La puissance de feu de la Jeanne est assurée par 4 tourelles armées de canons de 100 mm, capables de tirer 80 coups minutes, télécommandés à partir d'ensembles de conduites de tir radar automatiques. La défense rapprochée est prise en charge par 4 mitrailleuses de 12 mm. Enfin, 6 rampes de missiles Mermer 38, plus connues sous le nom d'Exocet, parachèvent son armement. L'ordre d'ouvrir le feu peut être donné sans préavis sur tout missile ou avion assaillant. Mais pour le moment, les probabilités de voir la Jeanne dans les eaux du Golfe demeurent faibles. Il faudrait quand même que la situation dure, que les opérations durent un certain temps pour qu'on soit obligé de rappeler la Jeanne d'Arc en tant que porte-hélicoptère, puisqu'on dispose quand même d'un groupe de porte-avions à base de 2 porte-avions qui sont capables de faire un travail très impressionnant et très important. Bon, en supposant qu'on rappelle la Jeanne d'Arc est un porte-hélicoptère, une plateforme aéronautique, qui est parfaitement capable de mettre en œuvre tous les types d'hélicoptères en service dans l'armée française et d'assurer en plus l'embarquement de 400 à 450 tonnes extérieures à l'équipage. Donc on peut très bien imaginer que des missions lui soient confiées pour mise à terre de personnel ou pour récupération. Même si l'hypothèse doit être retenue, une autre bonne raison pour que la Jeanne ne soit pas appelée dans le Golfe, la formation des officiers élèves. C'est eux qui, dans un futur proche, devront assurer les postes de commandement au sein de la marine française. Si demain, en poussant l'hypothèse à l'extrême, si demain nous avions besoin d'un flux important d'officiers, il faudrait bien les former. Il n'y a pas de raison que la mission de formation des officiers élèves s'arrête là. Ça me paraît tout à fait normal. Si vraiment on n'a pas un besoin fondamental du porte-hélicoptère, on a quand même, je l'ai dit, les 2 porte-avions, on a quand même un TCD très moderne, la Foudre, on a d'autres TCD qui suivent, on peut faire beaucoup de choses déjà. Et je pense qu'on nous laisserait à ce moment-là terminer la campagne d'application. Ça me paraît être la solution la plus probable. Ça veut dire quoi la surface d'ailleurs? Chaque année, la Jeanne embarque 170 officiers élèves qui reçoivent 1500 heures de formation théorique et pratique durant leurs 100 jours de mer. Un enseignement qui est une continuité de celui dispensé à l'école navale. Ici à bord, il s'agit de développer leur sens marin, leur jugement et leur capacité d'analyse face à une situation donnée, ainsi que leur aptitude au commandement. Okay. Ensuite, le local bar. Disposer les liaisons, on a vu. Les antennes, on les laisse comme elles sont. Les orientations, est-ce qu'ils sont rompus avec le roof Mermer 38? Non, ils nous ont pas demandé de rompre. Alors vous leur demandez. Vous leur demandez donc de rompre la liaison d'abord. Bon, ensuite, je fais désarmer le local bar. Voilà. Et je fais stopper le deuxième moteur Enfin, je fais d'abord désarmer et ensuite stopper le deuxième moteur. Très bien. Autre élément très important sur lequel ils sont également notés, leur facilité d'adaptation à vivre en communauté dans un milieu restreint où les problèmes de communication peuvent parfois considérablement gêner la bonne marche du navire. Pensez bien que le problème de la communication revêt un intérêt énorme, majeur. Et il faut bien savoir qu'un bâtiment de combat
ne vaut que par la qualité des hommes qui sont embarqués. Et pour qu'il tourne bien, il faut que la communication soit aussi parfaite que possible. Et que l'information circule du bas vers le haut aussi bien que du haut vers le bas. C'est ce qui est le plus difficile à obtenir, mais c'est ce qui est indispensable à la bonne marche du système. Et c'est ça mon souci majeur sur ce grand bâtiment qu'est Jeanne d'Arc. Poste de combat général, la demi-heure Charlie est en car. Allez, centre. La 35F, créée en juin 79 à Saint-Mandrier, cette flottille d'hélicoptères appartient à l'aviation embarquée. Elle est affectée à la Jeanne. Entre le personnel volant et les techniciens, la 35F regroupe cette année 40 personnes à bord, réparties en 3 services. Le technique, chargé d'assurer l'entretien et la mise en œuvre des appareils, celui des opérations, qui gère les missions de la formation ainsi que l'instruction et l'entraînement opérationnel des équipages, et le service général, chargé de centraliser les questions concernant la vie courante, l'entretien des locaux et la promotion du personnel. Suite à la conjoncture et selon une décision appartenant à l'état-major de la marine, les hélicoptères embarqués cette année sont de type Alouette 3. Équipés pour le vol de nuit, d'une autonomie de 2h30, ils sont capables de voler à une vitesse maximum de 190 km/h. Pour qu'ils puissent décoller ou apponter, il faut absolument que le bâtiment maintienne une vitesse constante ainsi qu'un cap. Une bonne coordination entre la tour de contrôle et la passerelle aviation est donc indispensable. En dernier ressort, c'est la passerelle aviation qui accordera ou non le feu vert en fonction de 315 kg et emporter 750 kg en charge suspendue. En cas d'envoi de la Jeanne dans le Golfe, elle serait vraisemblablement utilisée dans cette optique. C'est toujours intéressant de connaître le... Les utilisations les plus vraisemblables seraient quand même, vu la taille de sa plateforme, d'évacuer des ressortissants. Par conséquent, la flottille 35F participerait à une évacuation de ressortissants en mettant à la disposition du commandement et des opérations ces alouettes en version de transport, et elles seraient utilisées pour, en partant du bord, se mettre en place à terre et revenir à bord de la Jeanne d'Arc aussi chargée que possible en fonction de la masse maximum de l'appareil. En cas de besoin, la Jeanne peut recevoir simultanément, en plus des 4 Alouettes 3, 3 Lynx, 3 Dauphins et 2 Super Frelons. Mais pour l'heure, la Jeanne continue son tour du monde et dans ce cas, les hélicoptères de la 35F ont pour mission d'assurer leur rôle de représentation. Déjà, notre simple présence contribue à la mission de la Jeanne d'Arc en termes de représentation. Ensuite, bien souvent, lorsque nous arrivons en escale, les autorités locales, les autorités consulaires ou certaines autorités militaires demandent au commandant de la Jeanne d'Arc la possibilité de faire un vol de navigation, de visite. Lorsque le commandant de la Jeanne d'Arc a des mouvements officiels à faire un petit peu plus loin que ce que sa voiture lui permet d'aller, il demande la possibilité de le faire en hélicoptère. Donc nous offrons des prestations de transport pour des gens étrangers à la Jeanne d'Arc ou pour le commandant et l'état-major de la Jeanne d'Arc. Parmi tout le personnel coloré qui gravite sur le pont d'envol, à chaque couleur correspond une fonction bien précise. Le bleu désigne les manœuvriers, le vert les techniciens et le marron est attribué aux responsables de chacun des hélicos. Mais les seigneurs du pont d'envol, ce sont les chiens jaunes, tous issus des porte-avions Clemenceau et Foch. Les chiens jaunes, ce sont les rois de la surface, ceux à qui les pilotes obéissent aveuglément, ils sont les yeux du pilote.
Tout le monde au poste de combat. La Jeanne vient d'être touchée par un missile ennemi, ce qui entraîne immédiatement le déclenchement de l'opération Sécurex. Un incendie s'est déclaré aux 3/4 arrière du bâtiment. Les équipes de sécurité convergent dans la zone concernée, mais le sinistre s'étend aux locaux environnants et gagne rapidement du champ. Les blessés sont nombreux et les équipes de sécurité équipées de combinaisons en amiante et de masques à oxygène pour lutter contre les vapeurs d'hydrocarbures tentent à l'aide de caméras thermiques de repérer les corps dans une fumée de plus en plus dense. Mais bientôt, il faut se rendre à l'évidence, le bâtiment ne peut être sauvé. L'équipage doit donc se replier sur le pont d'envol pour évacuer à bord des radeaux. Ce scénario catastrophe n'a qu'un seul et unique but, entraîner tout l'équipage à réagir le plus efficacement possible en cas de situation réelle, mais aussi de détecter les imperfections et les améliorations apportées au plan Sécurex, qui doit permettre, à défaut de sauver le navire, d'économiser le maximum de vies humaines. Et on arrive sur le pont d'envol pour un poste d'évacuation. Opération de ravitaillement à la mer. Il s'agit pour la Jeanne d'Arc d'alimenter en carburant son escorteur, l'enseigne de vaisseau Henri. Une manœuvre délicate car les deux bâtiments doivent naviguer de concert pendant plus de 2 heures en adoptant une vitesse identique tout en maintenant le cap. Le moindre petit écart et ce serait la collision. C'est aussi pour les élèves de l'école d'application des officiers de marine l'occasion de se familiariser avec les difficultés de manœuvre que représente cet exercice. L'enseigne de vaisseau Henri est un aviso escorteur d'une longueur de 103 mètres et 12 mètres de large. Avec ses 16 000 chevaux, il peut atteindre la vitesse de 25 nœuds, près de 40 km/h. Depuis novembre 90, il est affecté au groupe école d'application des officiers de marine. 176 personnes, dont une femme officier, constituent son équipage. Armé de 2 tourelles équipées de canons de 100 mm, il bénéficie pour la défense antiaérienne de 2 autres canons de 40 mm. Enfin, il dispose de 4 rampes de missiles Mermer 38. Sa mission est double, il a en charge la formation des officiers élèves, mais surtout, il est chargé en cas d'attaque de protéger la Jeanne. Nous serions capables de détecter des raids assaillants, des raids d'avions ennemis. Nous serions détectés jusqu'à plusieurs dizaines de nautiques. Et grâce à notre artillerie, nous saurions vraisemblablement arrêter une assez grande partie des missiles qui seraient dirigés vers notre groupe. Commissaire de bord, une fonction méconnue du grand public, mais qui est pourtant l'un des postes clés sur un navire, et plus encore dans le cas de la Jeanne. De par son triple statut, à la fois bâtiment de combat, école d'application des officiers de marine et ambassadeur de la France à travers le monde. Le commissaire de bord endosse plusieurs casquettes. Il est tour à tour juriste, avocat, conseiller fiscal et financier, en même temps qu'il se doit d'assurer le soutien du personnel dans le domaine financier ou pour des problèmes de la vie courante. Il intervient aussi dans le domaine de l'alimentaire, ainsi que pour tout le matériel qui se trouve à bord. Du simple matelot jusqu'au commandant de la Jeanne, s'il y a un problème, c'est au commissaire de bord qu'il appartient de le résoudre. C'est nous qui allons conseiller le commandant aussi bien dans les affaires de droit privé, problèmes qui peuvent se passer à bord, etc. Et enfin, en escale, donc de droit privé, ou des problèmes de droit public, notamment de droit maritime, c'est le commissaire qui va conseiller le commandant dans ce domaine-là. Mais on a aussi des fonctions de conseiller vis-à-vis de l'équipage. Alors là, ça prend des formes extrêmement variées. Ça va du conseil fiscal lorsqu'il s'agit de remplir les déclarations d'impôts en début d'année. Ça va au conseil en matière de patrimonial, c'est-à-dire les gens vont arriver en disant je veux faire telle et telle chose chez un notaire, vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez me trouver les textes, etc. C'est moi qui vais aussi remplir les procurations. C'est devant moi que les gens vont faire des procurations. Vous voyez, c'est extrêmement varié comme champ d'activité. Homme d'affaires, il agit cependant avec une particularité par rapport au privé. Il doit tenir compte du fonctionnement de l'appareil de l'État. Son budget, 55 millions de francs. Au niveau du bâtiment, j'exécute le budget de l'État. Une toute petite partie du budget de l'État, c'est une grosse partie de mon travail, mais je dispose d'un élément parfaitement commercial, c'est la coopérative. C'est-à-dire je dispose d'un magasin qui vend, pour vous donner un ordre d'idée, à bord de ce bâtiment, 3,5 millions de francs d'objets. Donc il fait 350 000 francs de bénéfices sensiblement. Et donc je dispose de 350 000 francs de fonds privés qui vont servir à améliorer la vie de l'équipage, distraire l'équipage. Et le reste, je vais exécuter le budget de l'État. Mais seulement, je vais exécuter le budget de l'État, non pas en France, c'est-à-dire dans un cadre parfaitement rigide, mais je vais l'exécuter n'importe où dans le monde.
et dans des conditions tout à fait particulières. Et c'est ça, une des spécificités de mon travail. Je vais passer des marchés comme n'importe quel fonctionnaire, mais moi je vais les passer à Montevideo, à Rio de Janeiro ou à Abidjan. Voilà, la transaction la plus classique pour moi, c'est lorsque j'arrive en escale, il va falloir que j'achète des vivres. Eh bien, je vais avoir face à moi 4, 5, 6 ship chandlers locaux qu'il va falloir que je mette en concurrence très très vite, parce que mon but c'est de me procurer très très vite de l'alimentation pour être très très vite disponible. Je vais devoir les mettre très vite en concurrence, choisir celui qui va à la fois m'offrir le meilleur prix et va m'offrir la marchandise de meilleure qualité, conclure le marché et payer. Et ça va se passer en 1 journée et demie, 2 journées, alors que des fois les sommes engagées sont importantes. Selon le carré auquel l'on appartient, les menus varient. Du simple matelot jusqu'aux officiers supérieurs, il y a 6 carrés en tout, ce qui entraîne toute une chaîne alimentaire. Mais la vie à bord de la Jeanne, c'est aussi plusieurs services annexes, comme la buanderie, pour assurer le lavage et le repassage des effets des 850 hommes d'équipage. 12 personnes réparties en 2 groupes se partagent 20 heures de travail journalier dans une ambiance de sauna. Le service est gratuit pour les appelés, payant pour les engagés et les officiers. Les prix s'échelonnent entre 2 francs pour un suite et 15 francs pour un Spencer. Moitié moins pour une séance chez le coiffeur, 7 francs 50 la coupe. 2 salons sont à disposition, plus une agence postale, un photographe et un atelier de tailleur. Côté santé, en cas de problème, l'hôpital du bord, d'une capacité d'accueil de 22 lits, comprend outre une salle d'attente, un cabinet dentaire et de radiologie, ainsi qu'un bloc opératoire complet. Pour les bien portants, de 17 à 18 heures chaque jour, sauf en escale, rendez-vous est pris sur le pont d'envol et la plage arrière pour une séance de sport au gré de la discipline choisie par chacun. Et la solitude du marin dans tout ça. Le seul véritable endroit où on puisse être seul, c'est dans sa banette, parce que c'est vraiment la seule chose qui nous appartienne. Alors c'est un petit peu notre univers à nous et on a des photos collées un petit peu au mur de notre banette, on les regarde le soir, en essayant de pas trop penser à certaines choses. Lesquelles par exemple? Ceux qui nous attendent chez nous, la petite amie ou la famille. Ça resserre les liens quand on part comme ça? Oui, tout à fait, on se serre les coudes, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Ça sera une expérience intéressante? Oui. On s'en souvient. On discute toujours un peu entre nous en dehors du service, de notre famille, on évoque quand même quelques souvenirs, alors surtout la petite amie, parce que dès qu'on a un moment de pause, on se précipite sur les cartes postales et on écrit des lignes et des lignes et des lignes pour envoyer en France. C'est le seul lien qui nous relie en fait avec la France, le courrier. Sur le téléphone, c'est pas possible en mer et c'est quand même très important. Je suis dans mon jardin secret, je suis dans ma chambre, je suis tout seul. Je suis surtout, après une journée de travail un peu fatigante, après de multiples contacts avec tout le monde, puisque à bord des bateaux, nous sommes nombreux à nous croiser toute la journée. Et puis là, je suis chez moi, voilà. Et alors j'écris, je me réfugie dans mon jardin secret, comme je le disais. J'écris à ma famille, bien sûr. Et puis je fais comme tout le monde, je me réfugie. C'est mon moment de liberté. Je crois que les marins ont une grande pudeur. On n'aime pas trop parler de ces choses-là parce que si on commence à exposer nos soucis personnels, on va tout de suite susciter chez l'autre de la mélancolie. Donc on se réfugie tout seul, on se réfugie dans l'écriture, dans la musique. Certains font des maquettes, d'autres se jettent à corps éperdu dans la lecture.
on est chez soi, c'est notre moment, c'est ça, la vie de marin. Bien sûr, dans notre vie quotidienne, on a beaucoup de dérivatifs à la solitude, puisque d'abord on travaille beaucoup, et quand on travaille, on ne pense pas à ses affaires personnelles. C'est un métier fatigant, donc le moment de liberté, eh bien, on dort. Et puis on a des dérivatifs en escale, puisque nous visitons beaucoup de pays, il faut en profiter, c'est une ouverture sur le monde qui est extraordinaire. Et puis j'avoue qu'en escale, on téléphone un petit peu aussi à sa famille pour avoir des nouvelles fraîches. Et puis on reçoit du courrier, c'est une chose fondamentale. Je crois que dans la vie, le bateau ne s'arrête qu'un moment en 6 mois. C'est quand on reçoit du courrier en escale pendant une demi-heure, c'est une action prioritaire. Et on voit chacun se réfugier dans la lecture de son courrier. Et je crois qu'on peut tout dire aux marins, tout lui imposer, sauf le déranger pendant cette lecture de courrier. Et puis nous sommes là pour servir, c'est notre métier, nous servons le pavillon. Donc je dirais que nos états d'âme ne regardent que nous. On est prêt, quelles que soient les circonstances, à aller n'importe où. C'est notre métier, sans préavis. On le fait dans la marine tous les ans. Tous les ans, le groupe aéronaval a appareillé en catastrophe, en plein été de Toulon. Nous sommes prêts à aller n'importe où dans le monde. Et puis on a, je crois, le devoir de minimiser ou de ne pas faire état de ses soucis personnels. Si les officiers ont un problème moral, qu'en sera-t-il de l'équipage? Nous sommes là pour aider les hommes qui nous sont confiés, pour qu'ils aient toujours en permanence un moral d'acier, pour qu'ils soient toujours plus efficaces dans le métier. Un homme qui a mauvais moral ne peut pas servir efficacement. C'est pour ça que je suis persuadé que le métier de marin ne nécessite pas des qualités particulières. Il faut être adapté à cette vie communautaire et en même temps très très isolée. Je ne sais plus qui disait, il y a 3 sortes de gens, les vivants, les morts et ceux qui naviguent.